À la une de ce journal, 20 personnes arrêtées suite à l'assassinat de 2 chercheurs à Garoua, tandis que les autorités autorisent l'exhumation de leurs corps. Les détails dans un instant. Et puis, sommet extraordinaire des dirigeants de la SADC en visioconférence. Éclaircissement sur la situation de la force armée déployée en RDC en plein conflit. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du Journal International. Une dizaine de jours après la mort de Frédéric Mounsi et Bienvenu Bello, 2 chercheurs de l'Institut de recherche géologique et minière de Garoua, victimes de la vindicte populaire dans le village de Mbalda, 20 personnes suspectées d'avoir participé à leur assassinat ont été interpellées mardi 11 mars. Les autorités locales ont quant à elles autorisé l'exhumation des corps des victimes. Elle aura lieu vendredi. 24 heures après leur interpellation, l'audition des 20 personnes suspectées d'avoir pris part à l'assassinat de 2 chercheurs de l'Institut des recherches géologiques et minières de Garoua, Frédéric Mounsi et Bienvenu Bello, ainsi que de leur guide, Oumarou Kalabaye, dans l'extrême nord du Cameroun, s'y sont poursuivis ce mercredi 12 mars dans les locaux de la compagnie de gendarmerie de Mokolo. Alors que les avocats des familles des 3 victimes espèrent que la procédure ouverte permettra de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé dans l'après-midi du dimanche 2 mars dans le village de Mbalda, les élites du canton de Lara, dont Bienvenu Bello était originaire, exigent, elles, une enquête indépendante, des mesures d'apaisement de la part des autorités ainsi qu'une indemnisation pour leurs proches. C'est également le cas de l'association de développement du village de Lamé où est né Frédéric Mounsi, qui demande une enquête transparente et impartiale afin que tous les coupables de ce crime odieux puissent être identifiés. En début de semaine, le ministère de la Recherche scientifique avait précisé que Bienvenu Bello et Frédéric Mounsi s'étaient rendus à Soulé-des-Rois en compagnie de leur guide Oumarou Kalabaye pour y effectuer des recherches en vue de résoudre le problème d'accès à l'eau potable rencontré par les populations de Mandara. Concernant la mort des 3 hommes, il avait dénoncé une tuerie barbare et demandé que justice soit rendue. Ce mercredi 12 mars toujours, les autorités locales ont, elles, autorisé l'exhumation de leurs dépouilles conformément aux souhaits des familles qui estiment qu'elles ont été inhumées dans la précipitation. Ces dernières pourront ensuite disposer des corps dans des cercueils scellés afin de procéder aux inhumations. Leurs avocats, quant à eux, attendent de l'opération prévue dans la matinée du vendredi 14 mars la délivrance des certificats d'autopsie juste après la conclusion du médecin légiste. Redoutant des tensions communautaires après ce drame, les autorités de la région de l'extrême nord invitent les populations locales à la retenue et à ne pas nourrir d'esprit de vengeance. Un sommet extraordinaire des dirigeants des pays membres de la communauté de développement d'Afrique australe va se tenir en visioconférence ce jeudi 13 mars. Présidé par Emmerson Mnangagwa, le chef de l'État zimbabwe, la réunion va notamment tenter de clarifier le sort de la force armée déployée par l'organisation dans l'est de la RDC en proie à un violent conflit. Le sommet extraordinaire de la communauté de développement d'Afrique australe, qui doit se tenir ce jeudi 13 mars en visioconférence, fait suite à la tenue d'une réunion de la Tourcaille de l'organisation régionale, une structure de la SADC qui se concentre sur les questions politiques de défense et de sécurité. Le 6 mars dernier, lors de laquelle ont été émises toute une série de recommandations qui doivent désormais être validées par les chefs d'État. Parmi les principales questions à trancher, l'avenir de la force militaire déployée dans le pays, la SAMIDERC, qui avait été mise en place pour remplacer celle d'une autre organisation régionale, la communauté d'Afrique de l'Est, dont Kinshasa réclamait le départ, depuis la prise de Goma par le groupe armé AFC M23 à la fin du mois de janvier. Les soldats de la SADC sont définitivement dans l'attente d'une clarification de leur situation. Cette force étant désormais encerclée par le Rwanda, on devrait se diriger vers son regret progressif, estime pour sa part une source congolaise proche du dossier. Reste une question, si celle-ci se retire, par quoi peut-elle être remplacée?
alors qu'un analyste croit savoir que l'idée d'une force tampon semble oubliée. La réponse viendra peut-être d'une réunion attendue depuis déjà plusieurs semaines, à savoir celle qui doit réunir les chefs de la diplomatie de la SADC et de l'EAC. Une réunion qui pourra avoir lieu la semaine prochaine. Les autorités sénégalaises sont inquiètes et s'indignent des conditions dans lesquelles ces ressortissants migrants ont été expulsés de la Mauritanie voisine ces derniers jours. C'est ce qui ressort d'un rapport parlementaire et de déclaration mardi 11 mars de la ministre des Affaires étrangères Yacine Fall lors d'une plénière de l'Assemblée nationale. Interpellée sur le sujet par plusieurs députés, la ministre sénégalaise des Affaires étrangères a dit regretter les conditions d'arrestation et d'expulsion des Sénégalais depuis la Mauritanie ces derniers jours. Bien sûr, chaque pays a ses lois, a déclaré Yacine Fall à la presse, mais on doit respecter les droits des personnes et ne pas maltraiter comme on l'a vu récemment, a-t-elle dit. La ministre avait évoqué devant une commission parlementaire des traitements inhumains subis par des personnes arrêtées et rapatriées depuis la Mauritanie. Des discussions avec les autorités mauritaniennes sont en cours à ce sujet, a également affirmé la chef de la diplomatie sénégalaise. Se voulant rassurante, Yacine Fall a rassuré que d'ici la fin du mois de mars, les choses allaient s'améliorer avec la promesse de la Mauritanie de transmettre au Sénégal les modalités d'obtention du titre de séjour et de la carte de résidence pour les Sénégalais. L'inquiétude reste forte néanmoins chez des acteurs locaux et des ONG qui dénoncent une vaste campagne, selon elles, d'arrestation et de refoulement de personnes migrantes en situation irrégulière dans ce pays. Des refoulements tous azimuts des subsahariens sans prendre le temps de vérifier si les personnes concernées possèdent ou non un titre de séjour, selon l'Association mauritanienne des droits de l'homme, AMDH. Selon sa présidente Fatima Tambaï, 700 personnes sur les 1200 refoulées depuis le début du mois étaient pourtant en possession du document. Au Sénégal, les autorités locales confirment qu'au poste frontière de Rosso, depuis 10 jours, 30 à 40 subsahariens sont refoulés quotidiennement et que 80% sont de nationalité sénégalaise. Parmi eux, beaucoup se plaignent de ne pas avoir été bien traités et notamment de ne pas avoir reçu à boire ou à manger, selon plusieurs sources sur place. La MDH signale également des cas de rafles à domicile et des mauvais traitements comme l'obligation de payer pour pouvoir aller aux toilettes, ainsi que des biens confisqués par la police qui ne sont jamais rendus. De leur côté, les autorités mauritaniennes assurent respecter les droits des migrants et avoir démantelé 4 réseaux de passeurs illégaux ces dernières semaines. Comme l'a indiqué le ministre mauritanien des Affaires étrangères Mohamed Salem Ould Merzouk, contacté par RFI. Le Soudan est englué dans une guerre entre l'armée et les paramilitaires FSR depuis près de 2 ans qui provoque la pire crise humanitaire au monde. Les inquiétudes montent encore sur le financement de l'aide aux populations après l'annonce américaine du début de semaine. 83% des programmes de développement de l'agence gouvernementale USAID ont été coupés. Dans le même temps, les Nations Unies appellent une nouvelle fois les pays donateurs à financer l'effort humanitaire au Soudan. Alors que les principaux donateurs réduisent les fonds alloués à la crise soudanaise, les Nations Unies ont averti lundi 10 mars que sans un financement urgent, la famine risque de s'étendre dans les mois à venir au Soudan. Selon la coordonnatrice humanitaire de l'ONU au Soudan, Clémentine Koueita Salami, les coups brutaux et les suspensions soudanaises de financement mettront fin à l'aide humanitaire vitale pour des millions de femmes, d'enfants et d'autres groupes vulnérables à travers le Soudan. Clémentine Koueita Salami lance un cri d'alarme et appelle tous les donateurs à réviser leur politique de décision à propos des réductions des dons pour le Soudan. Dans ces pays, 30,4 millions de Soudanais, soit plus de 64% de la population, ont besoin d'aide humanitaire alors que près de 5 millions de femmes et d'enfants souffrent d'une malnutrition aiguë. Ces réductions de financement portent, selon les responsables onusiennes, un coût catastrophique à l'aide humanitaire au Soudan, un pays en proie à l'une des crises humanitaires les plus meurtrières de notre époque. Et en l'absence de financement urgent, il est très probable que la famine se généralise dans les prochains mois, a-t-elle mis en garde.
Les États-Unis ont fourni en 2024 805 millions de dollars pour le Soudan, sur un total de 1,8 milliard de dollars d'aide. Cette année, alors que les besoins sont plus importants, sur les 4,2 milliards nécessaires pour fournir l'aide humanitaire au Soudan, 6,3% seulement de la somme a été allouée. Conjointement présidé par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Antonio Costa, la réunion devrait être marquée par un renforcement du partenariat entre Bruxelles et Pretoria dans un contexte de grande tension internationale, notamment avec les États-Unis. La ville sud-africaine du Cap accueille le 8e sommet Union européenne-Afrique du Sud ce jeudi 13 mars, alors que les tensions internationales ne cessent de croître. Un contexte et un sommet qui, à en croire l'Institut africain d'études sur la sécurité, offre à l'Europe l'occasion de se positionner comme un contrepoids aux ambitions chinoises et au protectionnisme américain sur le continent africain et plus particulièrement en Afrique du Sud. Sans surprise, alors que le Pretoria est déjà l'un des principaux partenaires de l'UE, la réunion aura donc notamment pour but de renforcer les relations commerciales entre les deux espaces au moment où les États-Unis tournent de plus en plus le dos à l'Afrique en général et à la nation arc-en-ciel en particulier. Un objectif que l'on retrouvera aussi en matière énergétique puisque sera également abordé au Cap la question d'un approfondissement du partenariat pour une transition juste signé avec les autorités sud-africaines. Un accord destiné à aider l'économie du pays, encore très dépendante du charbon, à se décarboner et dont les États-Unis viennent de se retirer. Sur le plan diplomatique, le sommet sera aussi l'occasion de passer en revue les grandes crises internationales actuelles, de la guerre en Ukraine à la crise en Proche-Orient en passant par le conflit dans l'est de la RDC. Dans le conflit ukrainien, alors que l'Europe intensifie ses efforts pour s'unir face à Vladimir Poutine, l'Afrique du Sud, non alliée et membre des BRICS au même titre que la Russie, a peut-être un rôle à jouer. Tout comme en RDC, où avec sa participation à la force de la SADC déployée dans l'est du pays, celle-ci occupe déjà une position centrale alors qu'au Proche-Orient, Pretoria est devenu l'un des principaux porte-voix du peuple palestinien en déposant une plainte pour génocide contre Israël dans la bande de Gaza devant la Cour internationale de justice. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme.